Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Shop des Titans. On va parler accessibilité. C'est un sujet qui revient de plus en plus auprès de nos clients, qui est hyper important, qui est un peu laissé de côté malheureusement sur pas mal de sites. Mais c'est un peu en train de changer puisqu'on a de plus en plus de demandes sur ce sujet. Donc c'était intéressant, on trouvait d'en parler. Dans tous les cas, c'est un sujet qui est hyper important. Donc on va en parler pour que les personnes qui nous écoutent puissent faire éventuellement des modifications sur leur site pour permettre à des personnes qui ont certains handicaps de pouvoir utiliser les sites internet. Donc Thibaut, qui a creusé un peu le sujet pour certains de nos clients, va en parler. En petite intro, avant que Thibaut prenne la parole, que dit la loi française là-dessus ? Il y a une obligation pour certains sites d'avoir une accessibilité sur différents sujets, notamment la malvoyance, etc. Mais c'est pas obligatoire aujourd'hui pour tous les sites de l'avoir en place. Ce qui est obligatoire, c'est pour les organismes publics actuellement, les établissements privés qui travaillent avec le service public, et également dans le privé, les entreprises qui font plus de 250 millions de chiffre d'affaires, d'euros, pardon. Donc c'est pas le cas encore pour nos clients. On n'a aucun client qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour autant, il est probable, si on parle de loi, que ça puisse aussi devenir de plus en plus quelque chose qui est censé être obligatoire. Donc voilà, dans tous les cas, c'est très conseillé et c'est fortement recommandé d'appliquer un maximum d'éléments pour l'accessibilité. Et donc c'est important de se préparer aussi à ça, et c'est aussi important de pouvoir naviguer sur ces sites pour tout le monde. Donc c'est hyper intéressant. Thibaut, tu voulais commencer par une petite introduction avant qu'on démarre sur les sujets. Oui, donc avant de commencer, je tenais à préciser qu'on n'était pas nous-mêmes en situation de handicap. On ne prétend pas parler au nom des personnes concernées. Notre intention, c'est vraiment de nous informer et du coup d'informer les autres, à la fois nous en interne chez Moon Moon, mais aussi nos clients, parce que c'est des sujets qui ne sont pas toujours très connus, mine de rien. Donc voilà, donc si on fait des erreurs, qu'on a des maladresses dans ce qu'on dit, faut pas hésiter à nous le remonter, et puis voilà, nous on sera à l'écoute, on s'ajustera si besoin. Exactement, et on oubliera peut-être aussi des choses puisqu'on ne prétend pas savoir tout sur ce sujet-là, loin de là, mais en tout cas voilà. Thibaut, tu as fait l'effort en effet d'aller regarder les différents sujets, de savoir comment on peut essayer d'améliorer justement la navigation pour des personnes qui auraient des handicaps, enfin en tout cas qui leur poseraient des problèmes pour naviguer sur les sites. On va commencer par celui qui peut paraître le plus... celui dont on parle le plus souvent, c'est la partie visuelle, donc soit les personnes qui seraient malvoyantes ou non-voyantes. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu quels sont les différents sujets, donc les problématiques que ces personnes-là pourraient avoir, et aussi comment on peut éventuellement les régler? Ouais, donc effectivement, on s'est un peu posé la question de comment on allait aborder ce sujet-là. À la base, on se disait, peut-être qu'on va lister un peu le top des choses à mettre en place sur le site pour améliorer son score accessibilité, entre guillemets. Et puis finalement, on s'est dit, pour avoir quelque chose de vraiment parlant et que les gens comprennent pourquoi c'est important, il valait peut-être mieux changer l'axe et essayer de comprendre quel est un peu le parcours des personnes en situation de handicap quand elles arrivent sur un site internet. Et du coup, quels sont les éléments qui peuvent être bloquants sur ces sites et comment nous, on peut faire en sorte de diminuer les blocages, voire les supprimer. Exactement. Donc effectivement, on s'est intéressé au premier handicap qui est le handicap visuel. Donc, par exemple, pour les personnes non-voyantes, est-ce que toi, Simon, tu sais comment ça se passe quand une personne non-voyante visite un site internet ? Alors, je ne connais pas tout, mais ce que j'avais en tête, c'était qu'on pouvait utiliser la souris pour passer sur certains éléments, et que dans le code, si on avait prévu certains affichages, on puisse avoir, avec l'audio de l'ordinateur, avoir des instructions qui disent c'est un bouton sur lequel vous pouvez acheter, etc., potentiellement, si on parle de e-commerce. Donc c'est surtout ce que j'avais en tête, mais je sais, puisqu'on a un peu préparé ce podcast, qu'il y a d'autres éléments qui sont très intéressants également. Ouais, donc il y a une partie qui est vraie, c'est qu'effectivement, il y a une aide qui s'appelle du coup un lecteur d'écran, qui est un logiciel qu'on installe sur Windows. Donc moi, je l'ai testé de mon côté. En fait, ça permet effectivement d'avoir une voix qui lit tous les éléments avec lesquels on est en train d'interagir sur l'écran. Donc, quand on a la souris et qu'on passe la souris sur un élément, eh bien, la voix va nous lire le texte qu'il y a dans cet élément et nous donner parfois plus d'informations. Par exemple, si c'est un bouton, elle va nous dire bouton et après le texte qui est dans le bouton. Et grâce à ça, on peut comprendre ce qu'il y a sur la page. Donc,
Pour les personnes non-voyantes, elles ne vont pas utiliser de souris parce que quand on est non-voyant, la souris, effectivement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est des personnes qui vont naviguer essentiellement au clavier sur le site internet. Donc, beaucoup utiliser la tabulation, les flèches, entrée et échappe pour naviguer entre les éléments du site. Et du coup, je vous invite, même chez vous, à tester de naviguer sur votre site avec le clavier simplement. Vous allez voir que souvent, c'est pas très simple. On ne sait pas trop où on se trouve sur la page. On ne sait pas trop avec quoi on est en train d'interagir et surtout on n'arrive pas à interagir avec tous les éléments non plus. Ouais. Donc pour ça, il y a pas mal de choses qu'il faut mettre en place. Alors juste, je reviens très rapidement sur ce que tu disais par rapport au lecteur d'écran. En fait, il n'y a pas besoin de mettre des choses spécifiques dans le code pour que ce soit lu, parce que la plupart des éléments HTML ça allait être ma déjà question. accessibles. Ouais. La plupart des éléments sont déjà accessibles en fait. Donc s'il y a un bouton sur votre site avec un texte dedans, le lecteur d'écran il va savoir que c'est un bouton, il va savoir quel est le texte qui est dedans, il va pouvoir le lire. Et du coup, le message il va passer assez simplement, j'ai envie de dire. C'est comme des textes que tu aurais dans une balise P d'un texte classique de 200, 300, 400 mots, peu importe. Ouais. Là, ça peut être lu aussi par justement ces systèmes-là. Quoi. Exactement, ouais. Donc voilà, la plupart des balises HTML sont accessibles. Et c'est pour ça que c'est important du coup pour les développeurs d'utiliser ce qu'on appelle des balises sémantiques sur le site internet. Donc en fait c'est des balises qui ont des noms spécifiques qui servent à quelque chose. Donc je fais juste une petite parenthèse très rapide par rapport à ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du technique, mais pour les développeurs qui peuvent nous écouter, souvent on utilise des éléments qui sont des divs, donc c'est vraiment juste un élément qui sert à ranger des choses dedans, et parfois on utilise ces divs un petit peu trop souvent, alors qu'en fait il y a d'autres balises sémantiques qui sont spécifiques pour, par exemple, il y a des balises header, des balises footer, des balises section, et toutes ces balises, du coup, aident finalement les lecteurs d'écran à comprendre comment le site est structuré et comment lire les informations. Ouais, complètement. Donc, en effet, il y a un réflexe parfois de certains développeurs de juste utiliser des divs parce que c'est plus simple et qu'on n'a pas à se prendre la tête de savoir quel label, enfin, quel titre de balise on va mettre à ça. Mais là, en effet, tu l'as mis en exemple dans la préparation, c'est que tu as tout ce qui va être button, form, etc., qui te permettent de savoir, tu me dis si je dis une connerie, si tu peux interagir ou pas avec ces boutons-là en fonction de la nature de la balise. Ouais, exactement. Et alors, parfois, ça arrive qu'on ne souhaite pas utiliser un button, mais un élément vraiment custom. Parfois, ça arrive aussi que dans un bouton, on n'ait pas de texte. Par exemple, on peut avoir un Add to Cart sur une carte produit avec juste un petit icône de panier dessus. On clique dessus, ça ajoute au panier. Là, pour le coup, si on a un lecteur d'écran, le lecteur, il va voir le bouton, mais il ne va pas comprendre comment interpréter l'icône qui est dedans. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une chose qui a été inventée pour enrichir le HTML avec des informations qui servent au lecteur d'écran. Ça s'appelle les ARIA. Donc, vous avez peut-être déjà vu les ARIA labels et les choses comme ça. ARIA, ça veut dire Accessible Rich Internet Applications. Donc en fait, c'est des paramètres qu'on ajoute dans les champs HTML et qui permettent d'ajouter de l'information. Donc par exemple, sur notre fameux bouton d'Add to Cart, on pourra mettre un ARIA label égal ajouter au panier. Et comme ça, le lecteur d'écran, il va comprendre que c'est un bouton et que le bouton, il sert à ajouter au panier. Il va pouvoir transmettre ça à la personne non-voyante. Ok, trop bien. Voilà. Donc c'est important de toujours se poser la question sur nos éléments interactifs, de comment on peut enrichir l'information si c'est besoin. D'autant plus si c'est des éléments qui sont nécessaires pour la navigation du site, parce qu'en fait parfois l'utilisateur il peut se retrouver complètement bloqué dans la navigation et ne pas pouvoir continuer à aller jusqu'au bout. Par exemple sur un site de e-commerce, il peut peut-être pas mettre le produit au panier en fait parce qu'il n'a pas l'information de où est le bouton d'ajouter au panier. Est-ce que tu sais, là je te pose une colle je pense, mais est-ce que tu sais si dans la partie de checkout de Shopify il y a déjà ces choses qui sont prévues de base ou J'ai pas vérifié, mais je serais étonné que ce soit pas le cas. Mais on pourrait regarder effectivement après, ça pourrait être parce que ça pour le coup on peut pas trop modifier en effet le checkout dans Shopify. Donc, mais bon, pour moi c'est sûr que c'est fait. Autre élément qui est très connu et qui est hyper intéressant, c'est les alt sur les images, description alternative. Donc ça permet de décrire les images notamment. Ça n'a pas que une vocation SEO, c'est souvent ce pourquoi on en parle parfois, mais là c'est vrai que c'est une vraie utilité. Là. En fait c'est assez lié et c'est intéressant parce que le SEO ça sert à ce que Google comprenne comment est structurée votre page et ce qu'il y a dessus. Et l'accessibilité, ça sert à ce qu'un autre outil finalement, qui est l'outil de lecteur d'écran, comprenne aussi et puisse faire passer l'information. Donc en fait c'est assez proche. C'est pour ça qu'on retrouve effectivement les alts qui sont les textes alternatifs des images qui sont aussi importants. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, il faut les mettre sur les images qui sont censées porter une information particulière sur votre site. Pour les images de décoration, c'est moins utile. Vous pouvez ne pas mettre de alt ou mettre des rôles différents sur les images.
ça ne sera pas forcément grave. Mais voilà, il faut toujours réfléchir à quel message on va faire passer à quel endroit et comment on le fait passer pour tous les types de navigation en fait. Exactement. Donc voilà, donc ça c'était pour les personnes non-voyantes. Après, il y a aussi des personnes malvoyantes qui, pour le coup, peuvent utiliser l'écran, mais vont par exemple soit zoomer beaucoup sur l'écran, donc on peut avoir des zooms à 200%. Ça aussi, vous pouvez tester sur votre site, hein, vous zoomez dans le navigateur, vous mettez à 150 ou 200%, et vous pouvez voir si le site il est toujours responsive, si les textes ils s'affichent correctement ou pas. Et si en fait on arrive quand même à naviguer sur le site. C'est ça qui est important sur la partie zoom, c'est qu'il faut vraiment zoomer, pas en écartant ses doigts sur son trackpad, c'est vraiment de zoomer dans son navigateur de façon propre. Et là normalement le site, s'il a été bien conçu, en effet il s'adapte même sur des zooms très importants. Avant de démarrer ce podcast, tu m'as donné un exemple en effet sur un des sites que tu es en train de dev, et ça fonctionne plutôt bien, c'est assez intéressant. Ouais, donc je crois que c'est contrôle plus ou contrôle molette. Ouais, ça doit être pomme plus pour aussi le commande plus pour les Mac. Ouais, donc ça se teste assez facilement. Et une chose qui est importante aussi, c'est les contrastes. Donc souvent entre le texte et le fond, couleur de fond, souvent quand on a des textes gris clair sur un fond blanc, pour nous ça peut être lisible, mais en fait pour des personnes malvoyantes, ça peut être beaucoup plus dur de voir cette information. Même si on parle de daltonisme également, c'est vrai qu'il y a aussi ce type de problématiques qui permettent en effet, pour le coup moi j'ai pas mal de potes qui ont cette problématique, et c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser des contrastes avec... typiquement, si on donne un extrême, c'est du noir et du blanc qui permet d'assurer une lecture contrastée au maximum, quoi. Ouais, et puis il y a une règle pour notamment le daltonisme, c'est de ne pas faire porter une information par la couleur. Donc toujours avoir un texte en plus. Donc par exemple, s'il y a un produit en stock ou pas en stock, il faut avoir un texte qui dit pas en stock et pas juste une petite pastille rouge, par exemple. Parce que la pastille rouge, peut-être que pour d'autres personnes, c'est pas rouge, c'est une autre couleur, et du coup, ça n'a pas le même sens. Donc voilà. Pour la partie visuelle, exactement. Ensuite, on peut parler aussi du handicap auditif. Alors, de prime abord, on peut se dire sur Internet, finalement, est-ce que ça nous concerne vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de son sur nos sites. Exactement. Il y a quand même un point qui est très important, c'est les vidéos. Qui sont de plus en plus présentes sur les sites aussi. C'est pour ça que ça a de plus en plus de poids. Exactement, et notamment sur les sites de e-commerce de nos clients, il y a souvent des vidéos qui sont là pour expliquer les produits, comment ils s'utilisent, même des vidéos utilisateurs. Les stories, ce genre de trucs. Et donc, quand il n'y a pas de son, finalement, le message de la vidéo est complètement perdu. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à mettre des sous-titres sur les vidéos pour que le message puisse passer à la fois à l'audio, mais aussi en visuel. Et d'ailleurs, même sans parler de la partie handicap, le fait d'avoir des sous-titres, c'est aussi une très bonne chose, parce qu'il y a plein de gens qui sont sur un site, par exemple dans les transports sur un téléphone, qui n'ont pas forcément d'écouteurs, et du coup, le fait de faire passer l'information à l'écrit, c'est hyper important aussi. Exactement. Ensuite, quand on parle d'accessibilité, c'est pas toujours quelque chose auquel on pense non plus, mais c'est vrai qu'il y a aussi des handicaps moteurs plus ou moins forts. Donc en effet, il y a la paralysie qui peut être les cas extrêmes, mais il y a aussi des tremblements, mobilité réduite, etc. Et donc là aussi, pareil, il y a des solutions pour pouvoir aussi aider ces personnes-là à naviguer sur les sites. Ouais, il y a pas mal de choses qui existent. Donc, il y a la navigation clavier déjà qui existe pour les gens qui ont plus de mal à utiliser une souris, par exemple. Il y a aussi du coup les pointeurs à la tête qui peuvent exister pour les personnes qui ne peuvent pas bouger leurs bras, par exemple. Et du coup, c'est un outil qui permet de cibler des zones à l'écran juste en bougeant la tête. Okay. Et il y a aussi des logiciels de commande vocale qui permettent d'interagir avec des éléments du site. Voilà, donc pour ça, il faut respecter en fait ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc des ARIA pour mettre de l'information, un site facilement accessible avec le clavier, enfin voilà, toutes ces choses qu'on a évoquées au-dessus. Il faut éviter les éléments interactifs trop petits aussi. Ça, c'est hyper important parce que quand nous, on est avec une souris pour cibler un petit élément, ça peut sembler assez facile. Mais du coup, pour d'autres personnes avec d'autres dispositifs, ça peut être plus compliqué. Donc, il faut éviter d'avoir des éléments interactifs, des boutons vraiment tout petits. Et il y a même une technique qui fonctionne bien, c'est de faire en sorte que la zone cliquable, elle soit plus grande que l'élément visuel. Comme ça, même si on clique un peu à côté, finalement, on interagit quand même avec l'élément. Ok, trop bien. Et dernière petite chose que j'ai notée, c'est le fait d'avoir un focus visible sur les éléments. Parce que du coup, quand on navigue avec Tab entre les éléments d'un site, il faut voir visuellement sur quel élément on se trouve. Et il y a des sites où parfois on l'a pas forcément, et du coup, en fait, on navigue et en fait, on ne sait pas où on se trouve sur la page. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'avoir ce focus visible
pour qu'on sache où on en est quand on navigue. Et c'est quoi, si on parle côté plutôt technique, c'est une espèce de hover ou c'est encore un autre paramètre à enregistrer sur les boutons? C'est un peu comme le hover, c'est-à-dire que c'est un élément, c'est du CSS en fait à mettre sur l'élément. Okay. Donc voilà, faut juste spécifier des règles visuelles sur cet élément. Après, la plupart des navigateurs le font nativement. Okay. Généralement, quand il n'y en a pas, c'est plutôt que ça a été enlevé parce qu'on voulait pas avoir ce truc visuel qui est parfois un peu moche quand on interagit avec les éléments. Donc voilà, important de le garder parce que c'est très utile pour certaines personnes. Et du coup, 4e cas d'handicap, ça va être les troubles neurologiques ou sensoriels. Donc, idem, ce sont des choses qui ne sont pas forcément toujours visibles, mais ça peut être l'épilepsie, troubles sensoriels, etc. Même les fatigues mentales, en effet, tu le notais. Et donc là, ça passe plutôt par essayer d'alléger un peu les sites. Alors, il y a d'autres éléments, mais en tout cas, ça, c'est un des points principaux. Ouais, le but, c'est effectivement essayer de réduire un petit peu la surcharge cognitive sur les sites, en évitant d'avoir notamment des éléments qui bougent beaucoup, qui clignotent beaucoup, des couleurs qui clignotent, des banners, je sais pas, par exemple des bannières promo avec des choses qui clignotent en couleur sur l'écran. Genre c'est discount, quoi. Ouais, alors je sais pas s'ils ont des trucs clignotants, mais voilà, on voit ces trucs un peu chargés visuellement. Et effectivement, en fait, à la longue, ça peut fatiguer et puis même créer des crises dans certains cas, donc faut faire attention à ça. Ah ouais, carrément. Écoute, merci Thibaut. Ouais, voilà. Donc, on n'a pas tout couvert, évidemment. Nous, le but, c'était peut-être d'aborder là des cas, ce qui nous semblait être les cas les plus fréquents. Avec en face, voilà, on a essayé de mettre des solutions, présenter des solutions. Nous, c'est vraiment un sujet qu'on essaie de creuser de plus en plus de notre côté. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes de podcast qu'on va sortir pour certains sujets spécifiques. Ouais. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en place de plus en plus sur les sites qu'on crée. Et je pense aussi qu'on va proposer à nos futurs clients. On pense que chacun devrait pouvoir accéder à Internet de façon égalitaire. Et Internet étant communautaire, en fait, c'est vraiment le rôle de chacun, finalement, de faire ce petit effort pour faciliter cet accès pour tout le monde. Donc ça nous semble important. Ouais, exactement. C'était important pour nous de faire cet épisode qui est un peu, on va dire un peu axé sur des choses très très spécifiques et en effet qui concernent une partie de la population peut-être moins évidente, auquel on pense moins, mais qui est quand même ultra importante, et notamment, on en parlait notamment sur les parties fatigue mentale, etc. C'est des choses auxquelles on pense peut-être un peu moins aussi, donc c'est très intéressant. Comme l'a dit Thibaut, on n'est pas des experts du sujet, donc si vous avez des questions, vous avez des précisions à nous donner sur des choses qu'on aurait peut-être mal expliquées ou encore des précisions à donner, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Que ce soit en commentaire si vous regardez ça sur YouTube, mais aussi vous pouvez nous écrire sur hello@moon-moon.fr et on vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, si c'est de l'information, on prendra avec plaisir également. Merci Thibaut d'avoir regardé un peu tous ces sujets-là. Et en effet, si vous avez des besoins sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter également. Et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode du Shop des Titans. Ciao. Ciao.